Bonjour chers compatriotes, Judy Kael Bikuta, membre des Indignés du 242, activiste politique. Je veux m'exprimer à travers cet audio pour je parlerai de la situation de notre pays, le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, donc au sein de la classe politique, au sein de notre société, on parle d'un dialogue avant les élections présidentielles de 2021. Je vais intervenir par rapport à ce dialogue, par rapport à cette méthode, donc la méthode des dialogues, mais qui n'a jamais abouti à une vraie paix au Congo-Brazzaville. Ça ne sera pas pour la première fois qu'on va aller à un dialogue au Congo-Brazzaville. Il en avait déjà été le cas à Evo, il y avait eu le dialogue d'Evo, il y avait eu le dialogue de Sibiti avant le changement de la constitution de 2015. Et aujourd'hui, on nous parle de Madingu. Mais après tout ça, après toutes ces procédures-là, le résultat, c'est quoi? C'est de maintenir un dictateur au pouvoir, c'est de maintenir quelqu'un qui n'a jamais tenu ses promesses, c'est de maintenir cette personne qui a mis le Congo en agonie. D'où j'interviens. Je vais intervenir pourquoi? Pour dire aux Congolais, moi je crois que il est grand temps que nous prenions nos responsabilités. Il est grand temps que nous regardons les choses en face. Il est grand temps que nous regardons cette réalité. Parce qu'on ne peut pas rester commander un pays je dirais, plus de 30 ans. Hein, et qu'au jour d'aujourd'hui, que le Congo soit dans cet état. On ne peut pas comprendre dans notre pays, dans un pays où les opposants politiques sont arrêtés, mis en prison, suite à leur opinion, suite à leur projet. Et au jour d'aujourd'hui, on veut nous parler d'un dialogue de Madingu. Mais qu'est-ce que ça va apporter au Congo? Comme j'ai dit dès le début, on en a eu plusieurs dialogues et le Congo est toujours dans cet état-là. Donc, le Congo est toujours en état primitif. Malgré les dialogues que nous avions eus, malgré les concessions, malgré la conférence nationale, nous avions toujours un problème. Et ce problème-là, vous connaissez, c'est qui est à la tête, c'est qui est la base au fait. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à soutenir l'idiotie de cette classe politique, l'idiotie des membres du parti politique du travail. Parce que les membres du parti congolais du travail, ces gens-là, toutes ces personnes qui entourent la personne qui est à la tête du Congo, tous ces gens-là, n'ont pas une vision politique. Parce que si ces gens, les membres du du parti congolais du travail, avaient vraiment une vision politique, si c'était vraiment des hommes politiques, le Congo ne devait pas en arriver là. Parce que je ne peux pas comprendre un pays détruit, un pays ruiné. Et c'est les membres de ce parti-là ils sont toujours là à porter leur leader. Ce leader qui ne sert à rien. Ce leader qui a mis le Congo à genoux. D'où je dis, ressaisissons-nous, réfléchissons pour une vraie démocratie, pour une vraie paix au Congo. On ne peut pas parler de paix au Congo tant qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des hommes politiques qui sont en prison à cause de leur opinion. Ce n'est pas des criminels, c'est juste leur opinion. Le fait de ne pas reconnaître la victoire d'un candidat qui a volé une élection présidentielle, on peut pas jeter une personne en prison à cause de ça. On peut pas jeter un ancien ministre en prison le fait qu'il a contesté qu'il y ait changement de constitution. On peut pas. Et d'où vous nous parlez de Madingu. Ne nous parlez pas de Madingu. D'où je dis à nos compatriotes, d'où je parle aux Congolais aujourd'hui, ne suivons pas cette idiotie. Parce que le Congo jadis,
nous étions respectés. Le Congo avait le ministre congolais, l'homme politique congolais, le citoyen congolais, le citoyen lambda congolais. À l'extérieur, jadis avait une bonne image. Aujourd'hui, nous avons terni notre image. Nous n'avions plus de dignité à cause d'un système, à cause d'une personne qui veut s'éterniser au pouvoir à cause de son image. Et nous n'allons plus l'accepter. D'où j'appelle la classe politique, les leaders d'opinion, les membres des partis au Congo-Brazzaville de ne plus suivre cette médiocrité. Nous avions perdu notre bonne image que nous avions jadis. Lorsqu'on parlait du Congo-Brazzaville, c'est un pays exemplaire. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus un État exemplaire. Le Congo-Brazzaville est devenu un État voyou. Nous sommes devenus un État voyou. D'où même les décideurs économiques, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit que ça soit toutes les organismes qui peuvent aider le Congo à s'en sortir suite à la crise que nous subissons ne peuvent plus venir vers nous. Parce qu'ils n'ont plus confiance à cette classe politique. Vous ne pouvez pas accepter même le club de Paris, jadis, qui donnait des fonds pour le Congo. Au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus réticents envers cette classe politique. Ils sont devenus réticents envers ce gouvernement. Et nous ne devions plus l'accepter. Nous connaissons les habitudes de ce gouvernement. Nous connaissons les habitudes de la personne qui est à la tête de ce pays-là. Aller avec lui à Madjingu, aller avec lui pour un dialogue ne portera rien à notre pays. Ce que nous devions chercher actuellement, nous devons chercher des solutions. Comment sortir notre pays de la crise? On en a tellement fait la paix. Et on n'a toujours pas la vraie paix. On n'a jamais eu de paix au Congo. Donc, ce que ça veut dire, parce que avoir une paix et une tranquillité, c'est pas pareil. Au Congo-Brazzaville, j'ai toujours dit, il y a un calme, mais il n'y a pas la paix. Les gens ne s'expriment pas librement. Il n'y a pas la paix au Congo-Brazzaville. On ne peut pas arrêter une personne à cause de son opinion. On ne peut pas mettre une personne en prison le fait qu'il a refusé de reconnaître la victoire d'un candidat qui a tripatouillé une constitution, qui a volé une élection. On ne peut pas l'accepter. Et lorsque vous vous opposez à cela, on vous met en prison, vous êtes arrêté. Et aujourd'hui, vous nous parlez de Madjingu. Madjingu, c'est pas de la démocratie. C'est de la voyoucratie, Madjingu. C'est pas un dialogue. On sait déjà les enjeux. Les enjeux de ce dialogue, nous les connaissons. Nous savons comment ça va finir. Même cette élection dont vous parlez de l'élection 2021. Mais les résultats sont déjà connus d'office. Les résultats de cette élection sont déjà connus. Nous connaissons le vainqueur. Parce que nous, le peuple, nous, la société civile, nous ne maîtrisons pas le Conseil constitutionnel. Mais tous les membres qui sont dans ce Conseil constitutionnel, vous savez, ils ont quel penchant? Ils sont de quel côté? Ils ne viendront pas du côté de la démocratie ou du côté du peuple pour dire que voilà, nous proclamons cette élection, tel candidat a gagné. Il n'y en aura pas au Congo-Brazzaville. Vous le savez très bien. Donc, parler de Madjingu, c'est quelque fait, ça n'a pas d'avenir. Pour nous, les vrais démocrates, pour nous qui avons une vraie vision pour notre pays, qui avons le souci de notre pays, Madjingu, ça ne rassure pas un meilleur lendemain pour le citoyen congolais. D'où je m'exprime ce matin en disant, en parlant à cette classe politique, en parlant à tout leader d'opinion, que ce soit à Brazzaville, que ce soit sur la place de Paris, réfléchissons, prenons conscience. Nous avons tellement été bernés, il est temps que nous réfléchissons, nous prenons conscience afin que cela ne revienne plus. Tout ce que nous avions connu, l'élection qu'on a proclamée à 3 heures du matin, les militaires dans les rues de Brazzaville pour empêcher les Congolais de réclamer leur victoire volée, leur élection volée.
Vous connaissez comment ça se passe, chers compatriotes. D'où je parle, je m'exprime. Nous n'allons plus accepter que nos retraités soient là, qu'on ne paye plus les gens et personne ne parle. Aucun opposant ne crie parce qu'il n'y a plus la liberté dans ce pays-là. Aucun opposant peut parler pour nos étudiants. Un leader, un leader, un leader qui va s'exprimer, qui va revendiquer. Les jeunes étudiants qui vont revendiquer leur bourse sont jetés en prison. Et vous êtes là à parler de Madjingou. Mais qu'est-ce qu'on a fait à cette classe politique? De toutes les façons, je sais que bon, vous n'êtes pas des politiciens. Hein. Vous faites la politique du ventre. Vous faites la politique des privilèges. On a un petit privilège, on soutient ce pouvoir. Même si ce pouvoir a mis l'économie du Congo en agonie. Mais vous êtes là à soutenir ce pouvoir aveuglement. Mais je veux prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui a parlé de... Il y a quelqu'un qui s'est plaint de l'homélie du prêtre, le prêtre qui a fait la messe du défunt général président Yombi Opango à Owando. Et ce monsieur-là, il est en train de dire, c'était pas en ce moment-là que ce prêtre devait faire cette homélie. Mais le monsieur, vous oubliez, je vous connais pas de nom, mais vous saviez de quoi je parle. Et je veux vous dire, n'oubliez pas une chose, dans la vie, il faut pas mélanger les choses. Vous êtes des hommes soi-disant politiques, mais qui acceptez que vos enfants, vos neveux, vos tantes, vos papas, vos sœurs, vos enfants qui sont étudiants à l'étranger, à Brazzaville, soient matés lorsqu'ils vont demander leur bourse. Vos tantes, vos papis, vos mamies, ceux qui ont travaillé pour le Congo jadis, des anciens cadres qui ont fait la fierté de notre pays. Aujourd'hui, ils sont à plus de 2 ans qui ne perçoivent plus leur pension. Et que les fonctionnaires sont en difficulté. Les salaires ne passent pas régulièrement. Et vous acceptez cela. Vous acceptez cela, vous acceptez de suivre cette personne-là, la personne qui a détruit le Congo, par son idéologie de l'égoïsme. Il veut rester au pouvoir, il n'y a que lui qui peut sauver le Congo, mais il n'arrive pas. Il a montré son incapacité. Et vous êtes là, vous saluez l'action de cette personne-là. Donc, vous êtes dans la médiocratie, la médiocrité. Mais laissez le prêtre dire son homélie. Lorsqu'on est dans une église, lorsque le prêtre il fait une homélie, il est dans son homélie, il est en train de faire son homélie, le prêtre fait son homélie. Mais il est inspiré du Saint-Esprit, c'est un homme de Dieu. Donc tout ce qui sortira de cette homélie-là, faudrait que vous l'acceptez. Digérez cela, c'est pas du mensonge, c'est la vérité. La vérité qui sort de ce prêtre-là, acceptez cette vérité, c'est à votre leader, le leader que vous suivez, cette personne qui a mis le Congo dans le chaos, que vous trouvez meilleur, que vous trouvez, c'est votre candidat idéal. C'est à lui de comprendre pourquoi le prêtre a sorti ces propos-là. Pendant l'homélie, les propos qui sortent, que le prêtre sort, mais il est inspiré du Saint-Esprit. Et peut-être après, il n'aura plus cette inspiration-là. Et quand il est en train de faire sa messe, il est en train de faire son homélie, laissez-lui parler. Et si ces propos-là, c'est vrai, mais ça ne doit pas vous blesser. Il faut accepter cela lorsque vous êtes dans les erreurs, lorsque vous saviez que l'histoire réellement l'histoire a été, c'est réel, ce qui sort de la bouche de ce prêtre, acceptez et corrigez les erreurs. Dites à votre leader, celui dont vous suivez, de corriger ses erreurs. Regardez au jour d'aujourd'hui, même au FMI, vous avez menti. Vous avez menti au FMI. Mais quelle sera la crédibilité de l'homme congolais? Même au FMI, vous avez menti. Et vous voulez encore ramener ce peuple-là, je ne sais pas, dans le désastre. Vous voulez ramener le Congolais dans le désastre. Vous n'arrivez pas à payer les salaires.
Vous n'arrivez pas à payer les retraités. Vous n'arrivez même pas à nous donner les soins. Les soins. Quand on va dans un hôpital, c'est vraiment, c'est affreux. Et que vous êtes toujours là à prendre toujours de la défensive. Vous êtes toujours là à soutenir de la médiocrité. Mais bon sang, qu'est-ce qui est devenu l'homme congolais? Vous vivez que des intérêts, de vos privilèges. Mais il est temps que vous réfléchissez. Il est temps de prendre les choses au sérieux. Dites-vous que non, les Congolais ont tellement souffert. Et nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Nous, les leaders d'opinion, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus voir ce peuple souffrir. Vous nous avez imposé cette dictature. Vous aviez l'armée, vous aviez la police militaire. À chaque fois, lorsqu'un Congolais veut s'exprimer, vous l'envoyez des militaires, vous l'envoyez les policiers pour aller l'intimider. Mais le pays ne vous appartient pas. Le pays appartient à tous les Congolais. Moi, j'appelle la conscience même. Aujourd'hui, je ne peux plus dire que les militaires, c'est leur conscience. C'est leur conscience. Il y a un moment dans la vie où il faut savoir arrêter l'hémorragie. Moi, je crois qu'il est grand temps, il est temps qu'on arrête cette hémorragie. L'hémorragie de la souffrance des Congolais. L'hémorragie de voler tout le temps les élections aux Congolais. On nous a tellement volé la liberté. On nous a volé nos élections pendant plusieurs années. Je crois qu'il est temps que nous prenions conscience. Il est temps que nous ayons ce courage-là. D'où j'appelle mes compatriotes. Ayons le courage. Ayons le courage de nous exprimer. Ayons le courage de dire des choses face à cette dictature. Seule, on le dit toujours, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Je le répète encore, seule la lutte libère. Tant que nous n'allons pas lutter, nous ne serons pas libres. Et notre liberté, c'est nous-mêmes qui allons l'obtenir. Nous obtiendrons notre liberté suite à notre courage. Moi, je ne peux pas l'accepter dans un pays comme le Congo-Brazzaville. Un pays comme le Congo-Brazzaville, que nous ayons une dette au moins de 9 millions d'euros envers une université, cette université de Marrakech. Mais les ministres concernés, ils sont toujours là. Ils ne sont jamais inquiétés. Les ministres concernés sont toujours là. Mais c'est les mêmes ministres qui sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers ici en France. Dans les Yvelines, Saint-Nom-la-Bretège. Ils sont là-bas, ils sont propriétaires, ils sont tranquilles. Ils ont pris l'argent des Congolais, ils se sont servis dans les caisses du Congo et ils sont tranquilles, ils ne sont pas inquiétés. Et au jour d'aujourd'hui, l'État congolais doit à l'université de Marrakech, l'université privée de Marrakech, près de 9 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Quelle honte! Mais ces ministres sont là, ils voyagent, ils vivent leur vie comme étant des bourgeois. Mais ils n'ont jamais été bourgeois. Ils sont pas nés dans les familles bourgeoises. Et nous allons encore continuer à soutenir cette médiocrité. Lorsque j'ai eu la chance de visiter le Maroc, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Rabat. Mais lorsque vous allez dans ce quartier chic, ceux qui ont eu la chance d'aller dans le quartier, de visiter le quartier de l'ambassade du Congo à Rabat. Mais les riverains là, ces gens-là, c'est les riverains qui habitent ce quartier-là. C'est des notables de la société marocaine. Vu que c'est un quartier très, très résidentiel, c'est un quartier chic, c'est un quartier habité par les riches marocains de Rabat. Mais quelle honte! Les riverains, ils ont cotisé pour nourrir les étudiants congolais. Comment les Marocains peuvent cotiser pour nourrir les étudiants congolais? Ils étaient tellement... Au départ, ils se sont dit que c'était peut-être des voyous. On ne les prenait pas au sérieux. Mais lorsque les riverains sont venus, les Marocains, je dis bien, ils ont écouté leur histoire. Ils ont entendu ces enfants-là s'exprimer. Ils ont eu pitié des jeunes Congolais. Ce sont les riverains, les Marocains, qui sont dans le quartier de l'ambassade à Rabat, qui cotisaient pour leur donner à manger. Ce sont les mêmes riverains.
qui ont payé, qui ont cotisé pour leur payer un bus, un car, pour les ramener jusqu'à Marrakech. Et lorsqu'on est responsable dans ce pays, soi-disant ministre de l'enseignement supérieur, mais lorsqu'on est face à ces genres de situations, pour une personne, comme on dit, pour une personne digne et fière, on ne pouvait plus rester dans ce gouvernement. On présente sa démission. On présente sa démission. Comme le cas aussi de celui qui nous avait parlé de Imboulou. Celui qui nous avait parlé de Imboulou, soi-disant Imboulou, il nous avait fait la publicité. Il avait même parlé en anglais que non, Brazzaville sera électrifié. Vous allez voir, il avait même donné un délai. Mais Imboulou est où? Où est parti l'argent? Où est parti l'argent? Il accepte que nous avions reçu l'argent de la Chine. La Chine nous a prêté de l'argent, beaucoup de millions, beaucoup de millions d'euros, en euros, que la Chine nous avait prêté, que le Congo doit rembourser. Mais Imboulou est où? On n'a toujours pas d'électricité. Et ces mêmes médiocres sont toujours au gouvernement. Ils ne sont pas inquiets. Et la personne qui est à la tête de cette mafia-là, c'est cette personne que vous voulez encore nous ramener en 2021. Mais je crois que la jeunesse congolaise n'est plus dupe. La jeunesse congolaise n'est plus dupe. Parce que les souffrances, les Congolais, ils souffrent. Les Congolais, ils souffrent. Même s'il a fait allégeance à Total, il va faire allégeance à Total. Peut-être dans quelques mois, on va lui donner quelques sous pour préparer ses élections, pour payer quelques 2 ou 3 mois de salaire, 4 mois de salaire. Mais les choses ne seront pas arrangées. D'où j'appelle à la jeunesse d'être mobilisée. J'appelle à cette jeunesse, soyons mobilisés. N'acceptons plus cette médiocrité. N'acceptons plus cette humiliation. Nous allons plus l'accepter. Il est grand temps que l'homme congolais puisse prendre ses responsabilités. Il est grand temps que le jeune congolais qui est à Brazzaville, que celui qui est en la diaspora, soit dans l'action pour faire partir ce gouvernement-là, pour faire partir cette personne à la tête de notre pays, cette personne qui a détruit le Congo, cette personne qui a détruit notre beau pays, le Congo-Brazzaville. Jadis, nous étions crédibles. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a plus cette crédibilité. Et le Congo doit encore retrouver sa crédibilité avec une nouvelle équipe, avec des jeunes, des anciens qui connaissent bien l'appareil étatique, qui sont capables de ramener le Congo vers la gloire. Et c'est ce message que j'avais ce matin. Si monsieur, celui qui est à la tête de cette bande-là, cette bande de voyous, qui ne donnent même pas de l'eau à leurs compatriotes. Ils n'arrivent même pas à donner de l'électricité à leurs compatriotes. Même les soins de santé, ils n'arrivent pas. Il est grand temps que je dis bien, celui qui est à la tête de ce groupe de voyous-là, qui puisse comprendre une chose. Moi, je vais l'exhorter, je vais lui dire, dans la vie, il faut être fier. Si vraiment ce monsieur-là, celui qui est à la tête de cette bande de voyous, si c'était vraiment un monsieur élégant, je lui demande d'avoir l'élégance de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, en 99, le 31 décembre 99, à Moscou, il avait compris qu'il avait mal géré son pays. Il avait compris que son pays était dans l'agonie. Il avait compris qu'il était temps qu'il puisse partir, vu que son bilan économique était médiocre. Il avait surpris le peuple russe lors de ses vœux du 31 décembre 1999. Il est venu, il a parlé au peuple russe. Boris Yeltsin avait bien dit au peuple russe, moi je m'en vais. Le peuple ne comprenait pas. Il a fait son discours avant la fin de son mandat. Il a dit au peuple, je m'en vais, je ne vous ai pas donné ce que je vous avais promis. Toutes les promesses que je vous ai faites, je n'ai jamais honoré. Mon bilan économique est catastrophique. D'où j'ai compris que je ne peux plus continuer à gouverner le pays. Je ne suis plus apte à gouverner le pays. Je m'en vais plus tôt. Et Boris Yeltsin est parti plus tôt. Mais avant son discours, il a demandé pardon au peuple russe. Voilà un homme élégant.
Voilà un homme élégant. Je demande encore à ce monsieur-là, celui qui a la tête de cette bande de voyous-là, qui ne sont pas pour moi les hommes politiques. Parce que si c'était des hommes politiques, les Congolais ne devaient pas souffrir. Le Congo ne devait pas avoir cette image-là. Je lui demande encore d'avoir l'élégance de Juan Carlos, le roi d'Espagne, lorsqu'il a compris qu'il était tellement mis dans les affaires de corruption. Juan Carlos a compris que non, moi je suis sali, c'est vrai que j'ai été corrompu. Il connaissait lui-même, il y a eu des choses, il y a eu des transactions de 100 millions d'euros venus de des pays arabes sur ses comptes. Il y avait un problème de corruption pour ne pas salir l'image de l'Espagne et son image à lui qui était déjà salie pour éviter encore d'autres situations qui devaient vraiment l'humilier. Il a eu l'élégance de quitter l'Espagne. Juan Carlos, autant que roi, mais qu'est-ce qu'il n'a pas donné à l'Espagne? Il a beaucoup donné à l'Espagne, mais à un moment donné dans la vie, il faut comprendre une chose, que lorsque les choses ne marchent plus, lorsque vous êtes dans les affaires de corruption, les affaires qui ne vous donnent plus de crédit, lorsque les avions sont saisis, lorsque les avocats parisiens vous demandent en public de payer 15 000 euros que vous leur devez, à un moment donné, c'est l'image qui est ternie. Lorsqu'il y a eu détournement de fonds, les ponts d'Imboulou, le barrage d'Imboulou qui n'a jamais été réalisé, malgré le Congo avait reçu l'argent, beaucoup de millions d'euros de la Chine, plusieurs millions d'euros de la Chine, mais le projet ne s'est jamais réalisé. Donc le peuple a compris, il y a eu un problème de détournement de fonds publics. Et lorsque vous avez tous ces problèmes-là, ayez au moins le courage, ayez l'élégance de Juan Carlos. Il a quitté l'Espagne. Je vous exhorte encore de suivre la personne que vous avez toujours suivie, celle qui vous a remis au pouvoir en 97, Jacques Chirac. Jacques Chirac, dans le procès, sur son procès des emplois fictifs, les emplois fictifs de la ville, il avait compris qu'il était coupable. Et lorsqu'il a été condamné, il n'a pas fait appel. Pourquoi Jacques Chirac n'avait pas fait appel? Jacques Chirac le savait qu'il y avait un problème de détournement de fonds sur cette affaire-là des emplois fictifs de la mairie de Paris. Avec ces fonds-là, il subventionnait le parti. Il payait les gens du parti avec cet argent-là. Normalement, c'était illégal. Donc, il y avait un problème de corruption, de détournement de fonds à la mairie de Paris. Mais Jacques Chirac n'a jamais fait appel. Voilà son élégance. Parce qu'il savait qu'il était coupable. Il n'a jamais fait appel à cette affaire-là. Et moi, je demande à ce monsieur-là, je demande à la personne qui est à la tête de cette mafia, qui veut nous parler de Madjingu, pour encore tripatouiller, parce qu'il y a des gens qu'il a toujours maîtrisés, en passant par ces gens-là, il croit qu'aujourd'hui, qu'il va avoir encore les privilèges qu'il avait avant, mais les choses sont en train de changer. Donc moi, je demande à cette personne-là d'avoir cette élégance-là. Et l'élégance de dire aux Congolais que j'ai servi le Congo. Le Congo t'a tout donné, comme j'avais toujours dit. Le Congo t'a donné la résidence de Mpila, dont tu dis que tu t'es octroyé par la force, que tu dis que ici c'est chez moi, les résidences de fonction, qui est devenue ta villa à toi personnelle. C'est le Congo qui t'a donné. Le Congo t'a beaucoup donné. Le Congo t'a donné le Vésiné. Le Congo t'a donné Avenue Rap. Il y en a beaucoup qui t'a donné. Le Congo t'a donné la villa à Marbella, vers Malaga là-bas, la villa de Marbella. Le Congo a donné à tes enfants les villas à Miami, à New York, à la Tower Trump. Le Congo t'a donné. Il est grand temps que de dire aussi merci aux Congolais et de leur demander pardon et de tirer sa révérence. Parce que dans la vie, on a toujours dit, c'est le temps qui a le dernier mot. Le temps a le dernier mot. Parce que c'est le temps qui finira toujours par triompher. Il est grand temps. Un jour, je m'en souviens, c'était en 2016 ou 2015, tu prenais l'exemple du général de Gaulle. Le général de Gaulle, par rapport à sa longévité au pouvoir, tu avais pris l'exemple du général de Gaulle. Mais en 1969, d'abord, je veux parler des élections de 1965. De Gaulle, en 1965, était mis en ballottage par François Mitterrand. François Mitterrand qui était son ministre d'État. François Mitterrand était ministre d'État de Gaulle. Mais lorsqu'il avait mis De Gaulle en ballottage,
De Gaulle n'a jamais mis François Mitterrand en prison. Et chose qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, s'il y a quelqu'un qui était proche de toi, qui te mettait en ballottage, tu le mettras en prison. Comme tu as mis Okombi, le ministre Okombi en prison, le fait qu'il s'était présenté à une élection présidentielle, le fait qu'il s'était tourné de camp. Mais il avait raison parce qu'il avait vu l'avenir des Congolais. Mais toi, tu ne devais pas l'accepter. Mais en 1969, De Gaulle a été battu aux élections. En 1969, et il avait tourné la page de l'histoire. Il est grand temps qu'on ne parlera pas de 2021 avec vous. On ne peut pas parler de 2021 avec toi. On ne pourra pas parler de 2021 avec toi. Moi, je crois que, comme j'ai dit, prends l'élégance de Yeltsin, prends l'élégance de Juan Carlos, le roi d'Espagne, ou prends l'élégance de Chirac. En comprenant qu'il avait détourné de l'argent, il y avait eu détournement de fonds et tout, pour les emplois fictifs de la mairie de Paris, il n'avait plus fait appel. Et il est grand temps de dire cette vérité aux Congolais et de laisser le Congo, de laisser les Congolais. Il y a toujours des Congolais qui sont compétents, qui sont là, qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, qui ont le souci du pays, qui peuvent ramener le Congo vers l'émergence. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes plus capable de donner cette émergence au Congo-Brazzaville. Je salue la bravure des hommes politiques, ceux qui sont vrais à Brazzaville. On voit les gens qui s'expriment, les gens qui n'ont pas peur de leur vie. Je salue la bravure de Paulin Makaya. Je salue la bravure de tous ceux qui parlent au Congo-Brazzaville sans peur. Je salue aussi la bravure de ceux de la diaspora de partout. Je salue, parce que dans la diaspora, il y a ceux qui sont vrais, il y en a qui ne sont pas vrais. Ceux qui sont vrais, soyez toujours dans le vrai. Malgré les péripéties, malgré la durée de la nuit, le jour apparaîtra, le Congo sera libre. Ingeta, Ingeta, ensemble nous gagnerons.